Salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'air et aujourd'hui on va faire quelque chose que je veux faire depuis très longtemps, c'est vous parler de tous mes objectifs que j'ai en micro 4 tiers. Donc c'est quelque chose qu'on m'a déjà demandé ou quand je parlais de certains objectifs on m'a dit ah mais tu vas pas tester etc. Alors plutôt que vous les tester tous un par un en détail enfin ça a déjà été fait pour tous, enfin pas sur ma chaîne mais en général je veux dire c'est des objectifs qui sont quand même assez anciens maintenant qui sont connus. Je me suis dit que voilà j'allais pas vous faire un test détaillé où je vous fais une galerie photo de ouf pour chaque objectif. Ce que je vais faire, c'est plutôt vous détailler l'ensemble des objectifs, pourquoi je les ai achetés, à quoi ils me servent, est-ce qu'ils me servent finalement ou pas tant que ça. Je vous montrerai des exemples quand même de photos ou vidéos prises en conditions réelles avec, comme ça vous pourrez vous rendre compte. Et je vais vous parler un peu des avantages et des inconvénients de chacun et pourquoi je les utilise. Parce que j'ai eu par exemple récemment beaucoup de questions sur pourquoi j'utilisais des fois le 10-25 plutôt que le 7-14, etc., etc. Donc là, juste pour info, je suis en train de filmer avec le RX100 donc de chez Sony, RX100 4 et par contre évidemment j'ai pas de prise micro sur ce RX104 donc j'enregistre ce son avec le M1 Mark II parce qu'en fait les EM1 Mark III et EM5 Mark III vont me servir à illustrer un peu l'encombrement, ce qu'on peut avoir, vous allez voir tout ça. Donc là ici j'ai vraiment tous mes objectifs justement, c'est pour ça que je peux pas utiliser par exemple mon EM5 Mark III pour filmer, je vais vous montrer l'ensemble de mon quiver on va dire d'objectifs. Donc en fait on a complètement à droite sur cette extrémité deux prime, moi je suis pas très prime, vous savez je suis très zoom vu que moi c'est du run and gun et j'aime pas avoir à changer objectif tout le temps etc. Donc ça on va parler un peu à la fin et là on a en fait ce rangement, c'est-à-dire distance focale la plus importante, là j'ai le 100-400, là j'ai le 12-100, là j'ai le 35-100, là j'ai le 12-35, là j'ai le 10-25 et là j'ai le 7-14 et ici en fait c'est un 45 et là c'est un 30. Donc on va rentrer dans les détails de chacun un peu plus en détail. Alors, je vais peut-être commencer par lui, qui est donc mon gros zoom. Donc je vous rappelle toutes les distances focales que je vous ai données. Pour les avoir en équivalence plein format, en équivalence full frame, vous multipliez par 2. Allez, juste pour la petite histoire, du coup, mon RX100 m'a lâché très vite en batterie. En plus, il fait des vidéos que 10 minutes. Donc j'ai parlé à peu près pendant 3/4 d'heure dans le vide parce que j'avais pas les infos qui s'affichaient sur mon moniteur externe. Donc pas cool, c'est pas grave, je reprends. Du coup, voilà. Je vous ai montré tous mes objectifs, que le quiver complet que j'ai. Donc là, du coup, maintenant, je suis en train de filmer avec le même Mark II couplé au 12-25. Pour information, c'est vraiment le 12-25, c'est vraiment celui que je me sers le plus souvent, en particulier pour ces vues du dessus, que je vous fais très régulièrement. Mais ça, on en parlera après. On va d'abord parler donc du 100-400. Donc ce 100-400, en fait, vous en ai déjà parlé plusieurs fois, dans plusieurs vidéos, dans des lives en particulier, où je vous ai expliqué que c'était vraiment pour moi cet objectif en particulier. C'est une des raisons qui m'a fait passer au micro 4 tiers. Là, vous voyez, donc j'ai un 100-400, d'accord, donc c'est un 100-400 mm, donc en micro 4 tiers. Donc c'est un 200-800 mm équivalent en plein format. Donc déjà, vous voyez l'étendue du zoom, vous voyez la distance focale maximum que j'ai, donc c'est énorme, d'accord. Donc j'ai en gros un x4 en zoom avec une distance focale maximum de 800 mm, ce qui est vraiment énorme. Imaginez sur du full frame ce que ça donnait. On voit par exemple Canon actuellement, ils ont dit qu'ils allaient sortir justement un 800 mm du coup constant, c'est une prime, donc juste 800 mm qui fait à peu près, alors je crois qu'il fait à peu près 7 tailles repliées et à peu près 7 tailles dépliées, d'accord, et qui doit être assez lourd, j'ai pas le point en tête mais qui doit être très lourd, et qui est à f11, ok. Moi ici j'ai un 100-400, donc 200-800, qui va de f4, d'accord, à f6.3. Alors évidemment, c'est pas du full frame, évidemment, sur ce qu'on fait, on applique des facteurs de correction, etc. Mais moi, pour ce que j'en fais, c'est-à-dire principalement filmer, faire des photos de personnes en windsurf, en surf, des choses comme ça, donc où j'ai vraiment besoin de range justement, c'est en plein soleil, j'ai pas besoin d'avoir spécialement une ouverture de dingue, et ça me va très bien, et je préfère largement avoir cette flexibilité d'être de 200 à 800 pour pouvoir zoomer, dézoomer en fonction de si la personne se rapproche de moi. En windsurf en particulier, c'est beaucoup le cas. Quand, par exemple, en marin, du coup, quand la personne part en saut, elle va avoir tendance à s'éloigner, il va falloir zoomer. Et au contraire, quand elle revient en surf, on va vouloir dézoomer jusqu'à ce qu'elle soit très proche de nous. Donc du coup, le zoom pour moi indispensable, 100-400 magnifique. On a niveau construction, c'est du full métal.
Donc en fait c'est un Leica, hein. C'est un Panasonic Leica mais c'est un Leica. Du coup full métal, excellent, vraiment super bonne construction. Donc là je vous les ai tous montrés avant, ils étaient en mode replié au maximum. Je vais vous les montrer maintenant en mode à chaque fois avec le pare-soleil mis et comment ça donne effectivement. Donc juste je vous montre ici la petite particularité qu'on a, c'est qu'en fait on a cette petite pièce ici qui va pouvoir venir se sortir pour avoir déjà une espèce de pré-pare-soleil. Et par-dessus on peut rajouter un pare-soleil supplémentaire qui vient se serrer ici avec la petite vis. Et là ici vous voyez on a vraiment l'objectif qui est bien protégé, sachant qu'en plus, hein, je vous le redis, on est à 100, donc équivalent de 200 au plus large. Autant vous dire qu'on n'a pas du tout de souci de flair sur cet objectif. Niveau construction, donc on a ici 3 bagues. On a d'abord celle-là. Ça, c'est la bague de lock. Donc là, c'est bloqué. Du coup, il faut vraiment que je force pour déplier. Là, c'est débloqué. Du coup, ça part beaucoup mieux. Donc bague de zoom, d'accord. Vous l'avez ici complètement déplié. Donc, vous voyez, même complètement déplié, ça reste très correct. On doit avoir peut-être du 35-40 cm là déplié en comptant le pare-soleil complètement déplié, hein, d'accord. Donc ça reste très correct. Donc cette bague de zoom. Alors le petit inconvénient c'est qu'elle n'est pas très fluide, elle n'est pas très facile à utiliser, ça va être très dur de faire un zoom fluide en vidéo par exemple, ça ne comptez pas trop là-dessus. On a donc cette bague de lock que je vous ai dit et on a ici la bague de mise au point qui moi je m'en sers pas honnêtement, je suis tout le temps en mise au point automatique et j'ai aucun souci, hein. Déjà avec le G9 dans ce genre de conditions où j'ai juste par exemple un windsurfer, et bien la détection de contraste s'en sortait 90% du temps. Et alors là avec le M1 Mark III je peux vous dire j'ai aucun problème de mise au point, vraiment il marche très bien. On a ici une petite vis qui permet de venir positionner soit à l'horizontale, enfin du coup en mode paysage, soit en mode portrait directement à la volée. C'est-à-dire que quand vous avez ici votre petit bras hein, qui est fourni avec sa vis qui est très bien faite, ça aussi c'est tout du métal, donc hyper solide. Vous avez fixé ça sur votre trépied, vous pouvez directement grâce à cette vis tourner votre objectif sans avoir besoin de vous faire chier à tout manipuler, à faire tomber votre tête de rotule avec du coup tout le poids qui tombe, etc. Donc ça très bien. Moi du coup il est plutôt ici hop en paysage, hein, je fais plus de la vidéo avec lui. Et on a ici 3 boutons. On a ici le bouton pour voir si on veut l'utiliser sur l'ensemble de sa on va dire de sa distance de mise au point ou si on veut limiter à 5 mètres l'infini. Donc moi je suis souvent dans ce cas-là hein, pour justement ils sont à plus de 5 mètres hein, mes sujets. Je suis tout le temps en AF, hein, je ne vais jamais en MF. Et ici, on a le switch pour le Power OIS, hein, du coup, donc on a vraiment un objectif stabilisé avec l'Optical Image Stabilization qui marche très bien. On peut l'utiliser à main levée. Ça marche très bien aussi avec le M1 Mark III. Ça marchait très bien avec Panasonic, ça marche très bien avec Olympus. Excellent. Moi, je le laisse même quand je suis sur trépied pour tout ce qui est panique, etc. Je trouve que il aide bien. Il y a que des fois où si je trouve qu'il me ralentit un peu, je préfère l'enlever ou si vraiment je fais des plans totalement fixe, mais sinon voilà, OIS qui marche très bien. Donc voilà, on a un 200-800 stabilisé qui pèse allez, 2,5 kg, je pense, un truc comme ça. Alors tous les poids que je vais vous dire, c'est vraiment complètement au pif, c'est mon ressenti, d'accord. Allez voir les fiches techniques hein, pour tous les objectifs que je vous parle. Je vous mets tout en description, je vous mets tous les liens vers Amazon, Digitphoto, Miss Numérique. Vous avez dedans du coup les prix, vous avez les fiches techniques, vous avez les poids, etc. Vous pouvez tout voir dedans. Je vais quand même vous préciser à chaque fois ici, vous voyez par exemple, j'ai un diamètre ici de filtre de 72 mm, ce qui me va très bien parce que c'est le même que sur mon 1200 dont je vais vous parler juste après. Et voilà, donc j'en suis ultra content. Vraiment, objectif super bien construit. Il est tropicalisé. Il est pas si cher que ça. Je crois qu'il est dans les 1300, 1400, un truc comme ça. Donc c'est très raisonnable hein, par rapport au zoom qu'on a, par rapport à la plage focale qu'on a. Ça, en full frame, voilà, il faut la brouette, il faut le Sherpa pour l'amener avec, il faut le compte en banque pour pouvoir payer, mais bon, là ça va être moins le cas avec les 800 mm f11, mais c'est pas un zoom, mais on a du f11, etc. Si vous vouliez quelque chose, vous aurez jamais une plage focale si importante, un zoom si conséquent en full frame, et ça serait une monstruosité niveau taille, niveau poids et niveau prix. Donc voilà, donc j'en suis ultra content, et pour moi cet objectif en lui tout seul peut justifier rien qu'à lui tout seul l'intérêt du micro 4 tiers. Pour moi, ça vraiment, ça illustre voilà ce que l'intérêt du micro 4 tiers, l'intérêt d'avoir du range, l'intérêt d'avoir quelque chose de compact, de léger. Alors ça, honnêtement, je le prends pas avec moi en rando. Si je fais une rando à la journée ou une rando avec un bivouac, ça va être trop lourd, trop encombrant. Par contre, voilà, je vais l'avoir tout le temps avec moi dans la voiture. Si je fais des étapes en stop, vous savez, enfin en stop dans le sens où j'ai la bagnole, je vais faire une petite balade d'1 heure, 1 heure et demie, je reprends la bagnole, je vais ailleurs, etc. Je fais pas mal ça.
Du coup, j'ai l'objectif avec moi. Si je pense que je peux potentiellement voir des choses dans un endroit où il peut y avoir des rapaces, des choses comme ça, je prends avec moi pendant ma petite balade. Et sinon, il est dans la voiture, je peux le dégainer s'il y a quelque chose au bord de la route, si je trouve quelque chose, etc. Et surtout, moi je vous dis, ma principale utilisation, c'est vraiment windsurf et j'en suis absolument pas déçu. C'est une petite merveille et je ne saurais que trop vous le conseiller. Ce 100-400 Leica, une merveille. Donc ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois, quand même, sur chaque objectif, je vais vous montrer ce qui donne sur deux boîtiers types. Donc je vous l'ai dit, d'un côté le M5 Mark III, qui est donc un boîtier petit, un compact, un peu moins compact que le M10 évidemment, mais qui est voilà à peu près comparable, on va dire. Par exemple, moi je l'ai eu chez Panasonic au GX9 pardon. Donc voilà, ça vous donne une idée, même s'il a une meilleure prise en main que le GX9, mais ça vous donne une idée. Et donc évidemment sur ce genre de boîtier, l'objectif paraît très gros, hein, c'est pas génial. On va pas pouvoir du tout le tenir comme ça main levée, hein, il faut vraiment qu'il soit assis. Les sur trépied posé ici, ça passera, on pourra du coup s'en servir, mais là à main levée c'est n'importe quoi. Si je fais comme ça, voilà, surtout sur un boîtier plastique comme ça, vous savez ce que j'en pense, hein, je vous l'ai déjà dit, du boîtier plastique. Voilà, je vous le conseille pas, ça serait juste pour si éventuellement vous voulez vous en servir comme ça, vous pouvez, vu que la monture passe, mais c'est pas quelque chose que vous allez prendre à main levée indirectement comme ça. Par contre, évidemment, sur quelque chose de plus gros, typiquement ici mon EM1 Mark III, mais vous pourriez également prendre le G9 ou le G90, hein, deux autres boîtiers que je connais bien. Et bien là, vous voyez, j'arrive même à le tenir ici à une main, d'accord, avec l'excellent grip, l'excellente poignée de l'EM1 Mark III, et je peux même le zoomer complet. Donc là, on va avoir pas mal de bras de levier, hein, clairement, mais j'arrive à le tenir, vous voyez, à une main. Ça se fait, c'est pas super agréable, mais en tout cas à deux mains il n'y a pas de souci. Et je vous le dis, à deux mains avec la stabilisation à main levée, j'arrive à faire des photos, des vidéos, même des vidéos. Alors c'est plus délicat, hein, pour vraiment faire quelque chose de propre, mais ça peut se faire. 800 c'est un peu compliqué, mais équivalent 600 ça se fait. Voilà, c'est vraiment un excellent boîtier, un excellent objectif, pardon, avec un excellent boîtier. Voilà, rien que ça, pour moi, ça peut justifier, ça justifie l'intérêt du micro 4 tiers en lui-même. Donc voilà, le 100-400, une petite merveille que je ne saurais que trop vous conseiller. Je n'en suis absolument pas déçu. Voilà, pour le prix, pour ce qui permet, pour son encombrement, je suis absolument ravi de cet objectif. On va continuer du coup sur alors je vais pas forcément faire complètement l'ordre, hein, que je vous ai montré au début, parce que je vais faire plutôt un ordre qui me semble plus logique, c'est-à-dire là voilà ce que moi je vais emmener. Donc là c'est le deuxième, hein, qui a le plus de distance focale, qui va le plus loin et qui a le plus de zoom, de plage de zoom. C'est du coup mon 12-100, d'accord, F4. Donc cette fois c'est vraiment Olympus, c'est Zuiko. Donc pareil, je vais vous mettre le pare-soleil pour que vous voyez une fois complètement déplié avec le pare-soleil, hein, ce que ça donne. Hop. Donc du coup c'est le Zuiko 1200 F4 constant. Il a pareil, c'est ce que je vous disais, en fait il a un diamètre de filtre de 72 mm, ce qui m'arrange bien quand je veux prendre également mon 100-400, parce que du coup moi ici avec mes filtres, un freewell aimanté, je peux directement swapper très facilement mes filtres et du coup j'ai pas besoin d'avoir plusieurs jeux de filtres, directement c'est les mêmes, donc ça c'est très pratique. Donc niveau construction, c'est construction Olympus, c'est full métal. Là sur les pros c'est du full métal, hyper solide, hyper résistant aux intempéries, hyper bien tropicalisé. Vous pouvez passer ça sous l'eau, vous savez que vous n'aurez pas de problème. Là j'ai ma mise au point qui galère un peu, là je sais pas trop pourquoi. Si j'avais le M1 Mark III, ce serait pas le cas. Je sais pas trop pourquoi, là, je vous avoue, c'est... du coup, voilà, excellent objectif, je peux l'amener sur le terrain, j'ai absolument pas peur de l'amener sur le terrain, et je sais que c'est indestructible, cet objectif, enfin, j'exagère un peu, mais voilà, hyper bien construit. On a deux bagues, la bague de zoom, donc pareil, qui est peut-être pas la plus fluide du monde, on peut essayer de faire un peu des zooms en vidéo, mais c'est compliqué. On a ici la bague de mise au point, qui est donc comme sur toutes les optiques Olympus, c'est en pro, c'est une clutch, donc hyper agréable à utiliser. On tire vers l'arrière, hop, et là, ici, du coup, on a la mise au point manuelle, donc qui en plus a des butées, donc vous voyez on a les indications et on a une butée d'un côté et une butée de l'autre. Okay, donc ça c'est ce que moi je préfère, hein. Je trouve que c'est hyper agréable et elle marche très bien, elle est assez fluide, elle mériterait peut-être d'avoir un tout petit peu plus de résistance je trouve, mais bon elle est très agréable à utiliser. Moi c'est pareil, de toute façon je suis 95% du temps en autofocus et du coup ça me va très bien. On a ici le switch pour la stabilisation optique, donc sachant que c'est un des très rares objectifs chez Olympus qui est stabilisé, donc ça permet de gagner quelques stops en stabilisation sur par exemple le M1 III ou n'importe quel boîtier Olympus, hein, d'ailleurs, et donc stabilisation excellente aussi bien pour la photo que pour la vidéo, vraiment. Et le dernier truc c'est qu'on a un petit bouton ici LFN pardon, et en fait moi c'est vraiment un des rares trucs que j'aime pas sur les objectifs Olympus, c'est que je trouve que c'est des boutons, j'ai déjà dû vous le dire quelque part, très mou, très spongieux, on sait pas si on a vraiment appuyé dessus, c'est pas agréable, j'aime pas du tout. Au final je m'en sers pas du tout, déjà je m'en servais pas trop sur d'autres boîtiers, sur Sony je m'en servais un peu des boutons fonction, sur Pana pas des masses, sachant que j'en avais qu'un qui l'avait, non j'en avais même pas sur Pana, c'est peut-être pour
ça je m'en sers plus. Et je m'en sers pas du tout sur Olympus, je crois que j'ai même pas configuré, ou j'ai configuré mais à chaque fois j'appuie dessus sans faire exprès et du coup ça me saoule, du coup je l'ai viré. Donc voilà, ça c'est le seul truc que j'aime pas du tout, je trouve que les boutons sont nuls à chier sur, ce bouton fonction est nul à chier sur Olympus. Mais sinon voilà, objectif super bien construit, je vous le montre une fois déplié. Voilà, là on est à équivalent 200 mm, là on est à équivalent 24 mm, f4 constant, stabilisé, un très bon piqué, vraiment c'est l'objectif. Quand je sors, si je dois prendre un seul objectif, c'est celui-là que je prends, c'est le plus polyvalent que j'ai, c'est une merveille, j'en suis hyper content. Et encore une fois, quand on parle micro 4 tiers, ici vous voyez l'intérêt, c'est que si je voulais avoir un équivalent sur le plein format, c'est ce que j'avais, hein, je l'ai eu sur Sony par exemple, mais il est également disponible chez Canon, hein, je m'intéresse beaucoup à Canon en ce moment, l'équivalent en fait ça serait un 24-105 f4. Alors que là, je suis sur un 24-200 f4. Donc, encore une fois, évidemment, c'est pas les mêmes capteurs, etc. Mais vous voyez qu'ici, sur un objectif qui au final plus, ou alors kiff que ce que fait en plein format, je double pratiquement ma distance focale maximum. C'est-à-dire que je peux aller jusqu'à 200 mm quand les autres vont aller que jusqu'à 105. Alors par exemple, ils sont aussi stabilisés, ça y a pas de souci, les 105, 24-105 de chez Sony et de chez Canon. Mais voilà, on va avoir un objectif qui est à peu près de la même taille, qui va aller 2 fois moins loin, qui va être un peu plus cher, ou similaire, à peu près similaire sur les prix. Pas tellement un meilleur piqué, voilà, on a quelque chose qui va être très similaire, mais ici, si on regarde, au final, on a peut-être à peu près le même prix, peut-être à peu près le même pro, peut-être à peu près le même encombrement, mais j'ai un objectif qui va 2 fois plus loin en zoom maximal. Et ça, pour moi, sur le terrain, c'est hyper important, quoi. Ça va me permettre de prendre en photo des oiseaux que j'aurais pas pu avec les autres, des insectes, des choses comme ça. Donc vraiment, c'est là où on voit l'intérêt du micro 4 tiers, et rien que pour ça également, je ne me vois pas me séparer de mon EM1 Mark III, en tout cas pas du tout dans un futur proche, et même moyen, très clairement. L'autre chose, hein, vu que je vous parlais justement d'insectes, qui est très bien avec cet objectif, c'est qu'il a une distance de mise au point minimale qui est quand même assez courte. Je crois que c'est une trentaine de centimètres. Et du coup, alors elle varie en fonction de comment on est. C'est un peu chiant en fait. La plus courte, elle est à peu près au milieu. C'est un peu casse-couille. Mais moi, ce que je fais en général, c'est que je me mets en zoom maxi. Et au zoom maxi, c'est à peu près en fait le moment en essayant de me rapprocher au max où j'ai mon sujet qui sera le plus gros au final sur ma photo. Donc ça marche bien. Ça me permet de faire un peu de macrouille quand j'ai besoin sur le terrain et que j'ai pas envie, voilà, j'ai pas envie de me faire chier à sortir l'objectif macro que je vous montrerai après pour un petit truc. Voilà, c'est quelque chose aussi, juste c'est quelque chose qui me plaît, mais j'ai pas envie, et c'est pas quelque chose, je veux sortir objectif macro, vraiment faire de la macro, savoir je vais y passer 10 minutes, je peux le faire, c'est pas comme avec d'autres objectifs où je suis emmerdé, je peux pas, là je peux faire un peu de macro avec ça, donc c'est vraiment pour moi l'objectif le plus polyvalent que j'ai jamais eu, et j'en suis mais ravi, voilà, j'en suis ravi, puis c'est indestructible ce truc là, sur le terrain, je pose directement avec le boîtier sur les rochers, etc. pour faire des vidéos, des photos, voilà, aucun souci, c'est un tank, c'est une construction de ouf, c'est Olympus, super bien, très très content. Si je le monte sur le M5 Mark III, évidemment pas forcément, mais c'est pas, voilà, c'est pas idéal, hein. Clairement, vous voyez ici, bon, j'arrive à le tenir à une main, mais si je commence à le déplier en entier, voilà, on va commencer à avoir pas mal le bras de levier, pas mal de porte-à-faux, et du coup, c'est pas agréable. À une main, alors à deux mains, c'est faisable, hein. C'est pas aberrant, d'accord, vous voyez, c'est pas non plus complètement débile, hein, moins que le 100-400 en tout cas, mais voilà, c'est quand même un objectif qui fait gros sur un boîtier comme ça, et je conseillerais pas forcément d'utiliser comme ça, hein. Pour moi, il est trop gros pour ce boîtier-là, je ne conseillerais pas, c'est faisable, mais voilà, c'est pas terrible. Par contre, évidemment, sur un plus gros boîtier, je vais vous laisser là, lui, sur un EM1 Mark III ou un G9 ou un G90 ou des choses comme ça, là, aucun souci, on peut très bien le tenir à une main sans problème, même complètement déplié, il n'y a pas de problème. La prise en main avec cette excellente poignée fait que il n'y a pas de souci, je peux le prendre comme ça, vous voyez, c'est un objectif qui va très bien sur ce genre de boîtier. Et donc, vu que je vous parle sur le terrain, je vais vous montrer mon autre objectif que je prends sur le terrain, qui est le 7-14. Donc pareil, hein, c'est Zico Pro, donc le même type de construction. Donc 7-14 mm, cette fois f2.8 constant, d'accord. Donc là, vous voyez ce truc, mais c'est hyper compact, hein. Vous voyez, mes mains, je vous rappelle, c'est du M, hein. Donc ce bidule va faire aller, là, ça doit faire 10, allez, peut-être 12 cm au plus loin, un truc comme ça. Ah, je vous dis pareil au pif, mais grosso modo, c'est vraiment hyper compact. Alors, il est hyper compact, mais par contre, il est lourd. Il est aussi lourd, ou presque, que le 1200. Donc c'est assez impressionnant, parce que quand on l'a en main, enfin, quand on le voit, on se dit, ah, bah, il va être léger. Et en fait, il est très, très dense. Il est très petit, mais très très lourd pour sa taille. Et du coup, ils font à peu près le même poids les deux là. Donc c'est assez impressionnant quand on l'a en main. Donc n'ayez pas confiance dans le fait que c'est un petit objectif et qu'il soit léger. C'est un petit objectif. Il est peu encombrant, mais il est lourd, très clairement. Bon, après toujours moins lourd que l'équivalent en plein format, hein, on est bien d'accord. Du coup, donc 7-14 mm, donc équivalent, je vous le redis, 14 à 28 mm f2.8. Donc 14 mm au plus large, je trouve ça exceptionnel. C'est vraiment génial d'avoir un aussi grand angle en
en f2.8 en plus. Hein. Donc ici on a, vous voyez, du coup, comme pareil, la bague de zoom, toujours pareil, c'est du full métal. Hyper solide, hyper quali, on n'a pas peur de le casser ce truc là. Donc ici 14 mm ça va être donc 28. Vous voyez que du coup c'est le moment où l'objectif est le plus rentré, parce qu'en fait c'est directement l'objectif, la lentille qui rentre, qui s'avance et qui se rentre et qui se ressort en fonction d'où on est. Donc le plus zoomé c'est là où elle est le plus rentrée, et le plus grand angle c'est là où elle est le plus sortie. Donc moi quand je le transporte, je la mets la plus rentrée pour éviter d'abîmer la lentille, parce que là vous voyez du coup la lentille n'apparaît pas du tout. Et par contre ici à 14 mm, hein, vous voyez, ici on va avoir le bombé de la lentille qui du coup va un peu dépasser, va potentiellement être exposé. Donc on a un cache là-dessus, moi de toute façon vous avez vu tous mes caches je les vire, hein, on a un gros cache qui prend l'ensemble sur celui-là, quand les autres c'est juste des caches qui se clipent. Je le prends pas, hein, moi du coup juste je le rentre, hein, et je le mets dans mon sac avec mes trucs spéciaux pour les objectifs. Donc on a ici, hein, comme pour l'autre, hein, comme pour tous les IcoPro, la clutch, d'accord, toujours pareil, avec une butée. Ok, avec les indications, donc très bien, très agréable aussi à utiliser. Et ici le bouton, toujours pareil, bouton tout spongieux, tout nul. Et les deux gros inconvénients de cet objectif qui vont peut-être vous faire préférer de passer sur un autre objectif, sur de l'ultra grand angle dans le micro 4 tiers. Par exemple sur le, je crois c'est le 8-18 je crois, le 8-18 de chez Panasonic, mais qui lui pour le coup est full plastique, hein, de mémoire. Moi quand j'avais regardé niveau piqué, niveau encombrement, niveau ultra grand angle et niveau ouverture, c'était très clairement lui que je voulais, parce que les autres je crois qu'ils sont F4, hein, dans l'ensemble. Et du coup, le truc qui peut vous embêter, en fait, c'est qu'ici, vous voyez, on a un pare-soleil qui est fixe, on peut pas du coup tout le démonter, celui-là, et du coup, on peut pas venir visser, hein, avec cette lentille très bombée, on peut pas venir visser de filtre dessus, d'accord, on va pas pouvoir mettre un filtre ND, par exemple, dessus, donc ça peut être un vrai problème, mais moi, je m'en fous maintenant, parce que j'ai mon EM1 Mark III, et mon EM1 Mark III a le Live ND, donc qui me permet de faire des simulations de filtre ND, donc jusqu'à ND32, et je peux faire des photos pour faire des fils d'eau, par exemple, de cascade à main levée, avec cet objectif sans avoir besoin de mettre de filtre ND dessus. Et donc bah voilà, c'est la folie. Merci Olympus, et rien que pour ça, encore une fois, je ne me vois pas du tout me séparer de mon EM1 Mark III. Je le redis parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui, pendant ce que je critiquais la sortie d'Olympus, pensaient que du coup je laissais tomber Olympus. Pas du tout. Mon EM1 Mark III, je vais le garder. Par contre, c'est vrai que je m'intéresse beaucoup à l'EOS R6, mais ça on en reparlera dans une autre vidéo. Toujours est-il que voilà, du coup ça c'est le premier défaut, et l'autre gros défaut qu'il a quand même, il faut le dire, c'est que voilà, quand sa lentille est complètement sortie, en particulier comme ça, dès qu'on va commencer à être un peu face au soleil, on va avoir des flares, très clairement, on va avoir des reflets, ça c'est très clair. Donc c'est un inconvénient, très clairement. Moi je suis pas, voilà, ça m'embête un peu, mais c'est pas gravissime par rapport à tout ce qu'il me permet de faire et par rapport à sa taille, son encombrement. Donc voilà, mais sachez-le, il est clairement, quand il est comme ça, en tout cas très sensible aux flares, bien plus que d'autres. Et donc voyons ce que vaut ce 714, hein, sur le M5 Mark III. Et là vous voyez que ce coup-ci, hein, ça va commencer à être un des premiers objectifs que je vais pouvoir vous conseiller de mettre dessus. Alors c'est pas hyper agréable, parce qu'il est quand même assez lourd, mais vu qu'il a pas beaucoup, il est pas très long, on va avoir beaucoup moins de bras de levier, beaucoup moins de porte-à-faux, et même quand il est comme ça, hop, le plus sorti, vous voyez, j'arrive, mine de rien, alors c'est pas hyper agréable, mais j'arrive à le tenir à une main. C'est pas hyper agréable, mais grâce à ce petit repose-pouce, je vous l'avais dit, qui est excellent sur la M5 Mark III, ça le fait. Alors c'est pas idéal, mais c'est le premier objectif que vous pouvez passer sur ce boîtier, selon moi. C'est le premier objectif qui peut passer là-dessus, et qui voilà, en plus il fait pas, c'est pas aberrant dessus, vous voyez, il est pas trop gros, il est pas immense, et la prise en main reste bonne, reste pas bonne, mais reste correcte. Donc voilà, c'est faisable. Et évidemment, encore une fois, si on le met sur le M1 Mark III, là c'est aucun souci, hein, c'est pas de problème, l'objectif va très bien dessus, ça se tient parfaitement à une main, on peut faire les photos à une main, il n'y a aucun souci. Donc voilà, ce 714 est peut-être le premier objectif qui peut passer sur le plus petit boîtier. Donc en gros, quand je vais sur le terrain, j'ai lui qui est sur mon boîtier, mon EM1 Mark III, et j'ai lui qui est dans le sac et que je vais sortir quand je vais vraiment trouver une scène qui me plaît, où j'ai besoin d'ultra grand angle. Du coup, c'est que j'ai du temps. Si c'est d'ultra grand angle, c'est pas une bestiole qui passe, c'est pas un truc éphémère. Du coup, je pose mon sac, je sors mon objectif, je monte mon objectif, je fais mes photos, je change mes objectifs, je reprends mon petit sac à dos sur mon dos, et c'est reparti. Donc voilà, ces deux objectifs-là, pour de la rando, pour du terrain, moi, à eux deux, en fait, ils me suffisent. Voilà, j'aurais besoin que de ces deux-là, hein, pour les trois quarts de ce que je fais avec, c'est-à-dire quand je suis dehors, quand je suis en extérieur, etc. En plus de ces deux-là, maintenant, j'amène un troisième objectif quand je suis en rando, qui est ce petit-là.
Donc c'est une prime, c'est une de mes deux primes. Donc moi vous savez je suis pas du tout prime, hein. Moi j'aime bien les zooms, j'aime bien la polyvalence. Mais lui je me le suis acheté, je vous avais fait une news dessus, je me le suis acheté quand il y avait des promos, je crois que c'était juste au tout début du confinement ou juste avant le confinement, où du coup il y avait pas mal de promos sur les primes de chez Olympus. Et du coup je crois que j'ai touché un truc comme 150 euros, un truc comme ça, quelque chose dans le style. 150, ouais, je pense que c'est un truc comme ça. Donc du coup c'est un 30 mm, donc ça fait équivalent 60. Alors ça c'est nul, un f3.5, il n'ouvre pas beaucoup, mais on s'en fout un peu. C'est un macro, donc c'est ça hein, qui m'intéresse. Et du coup avec ici en fait un facteur de grossissement 1,25. Alors, lui je le prends, pourquoi je me le suis acheté? Parce qu'il est tout léger, tout petit, ouais, il est ridiculement petit, même par rapport au 714, ouais, c'est encore un cran encore bien inférieur, hein, d'accord? Et du coup, donc il est tout en plastique, donc construction vraiment bof, hein. Très clairement, ça, je voudrais pas le passer sous une grosse pluie, je voudrais pas le faire tomber, des choses comme ça, mais il est très léger, il est très compact dans l'ensemble, et surtout, voilà, il a une macro assez fofolle, c'est-à-dire qu'il a une distance minimale de mise au point de 9,5 cm, hein, sachant que c'est 9,5 hein, par rapport au capteur. Donc quand vous montez votre objectif sur votre boîtier, comme ça, je vous montre de suite, comme ça, quand vous le montez dessus, en fait, vous voyez 9,5 cm par rapport à l'objectif, au capteur, vous voyez le capteur il est là, donc on a pratiquement déjà nos 9,5 cm, et du coup en fait moi je me colle pratiquement à mon sujet, hein. Quand je dois faire de la macro très près, je me colle limite, il est carrément pratiquement contre ici ma lentille, et du coup ça permet d'avoir des facteurs de grossissement très importants. 1,25 c'est quand même assez rare hein, en macro, on est plutôt sur du 1, voire du 0,9, 0,8, donc là c'est vraiment un super facteur de grossissement, pour un objectif pas cher. Alors très clairement il va pas avoir le meilleur piqué, très clairement il va pas du tout avoir la meilleure construction, et très clairement il va pas avoir non plus la meilleure mise au point. C'est-à-dire que l'autofocus est pas très rapide, mais honnêtement il marche bien, même pour de la macro, et moi ça me suffit largement. Et donc ça vraiment c'est rien que je vais dégainer quand je vais voilà vouloir apprendre, quand j'ai une bestiole que je vois qui reste un moment, que je sens qu'elle butine, etc., que j'aime bien, typiquement le scarabée vert là que je suis en train de vous montrer, et ben je vais pouvoir prendre mon temps, sortir mon objectif et faire mes petites photos tranquillement de macro. Alors il faut que j'en fasse une pléthore avant que ça marche, avant d'en avoir une correcte, mais voilà. La bague de mise au point est pas folle non plus, voilà, c'est toujours un peu dur d'avoir pile poil la map qu'on veut dès qu'on bouge un peu en macro. Vous savez, il suffit qu'on bouge d'un demi-millimètre, il y a tout qui change. Donc voilà, moi je suis pas très bon en macro, c'est toujours délicat je trouve la macro, mais celui-là c'est un objectif pas cher, léger, que du coup je me pose pas la question de prendre avec moi. Moi par exemple avec le Sony, quand j'étais avec les Sony, j'avais le 90 mm macro à un moment, c'était une merveille, un niveau piqué, etc., mais il était lourd, il était encombrant, et au final pour le peu que je me servais pour faire de la macro avec, c'était pas quelque chose par exemple que j'amenais en rando, alors que ça je l'amène en rando sans problème, il ne prend pas de place, il est pas lourd, et du coup je n'ai aucun souci à le prendre. Donc je vous le conseille. Alors je vous montre quand même, donc, vous avez vu ce qu'il donnait sur le M5 Mark III, donc sur un petit boîtier il passe très bien, sur un gros boîtier il passe aussi, il n'y a pas de problème. Bon, du coup évidemment on le sent pas du tout, hein. Donc là voilà, c'est sur le M1 Mark III, vous avez ce que ça donne niveau encombrant. Donc voilà, un petit objectif vraiment pas cher, macro, avec un bon facteur de grossissement. C'est pas une bête de course niveau autofocus, c'est pas une bête de course niveau piqué, mais franchement pour le prix c'est une petite merveille aussi. Enfin moi j'en suis très content. Ok, donc on vient de voir vraiment les objectifs que j'utilise quand je suis en randonnée, quand je suis en extérieur, quand je suis voilà, avec du soleil dehors. Et je vais vous montrer maintenant mes objectifs que j'utilise plutôt en intérieur. Alors du coup, vu que je venais de parler, vu que j'avais parlé avant là, du 7-14, hein, je vais vous montrer ici mon 10-25. Alors lui, je vous l'avais testé en entier, hein, donc allez voir ça, je vous mets tout ça en fiche et en description. Lui, donc c'est vraiment un objectif un peu mutant, donc qui ne ressemble pas du tout à un objectif micro 4 tiers. Hein. Je vous le montre par rapport au 7-14. Hein, voilà. Ça c'est le 7-14, ça c'est le 10-25. Donc c'est pas la même limonade. Donc lui c'est un Leica, hein, c'est Leica 10-25 qui a la grosse particularité déjà d'avoir une plage focale assez incroyable. Hein. Il n'y a pas beaucoup, à ma connaissance, c'est le seul qui fasse un équivalent 20-50, que je trouve une plage focale très intéressante, parce que 20 ça commence à être de l'ultra grand angle pour moi, en tout cas du grand angle vraiment marqué. On va pouvoir se vlogger très facilement avec. Et 50 mm pour moi c'est, alors moi je suis pas du tout un portraitiste, mais ça commence à être une distance focale qui me paraît bonne, même en micro 4 tiers, pour avoir des beaux bokeh derrière, sachant que cet objectif ouvre à f1.7, d'accord. Donc f1.7, vous voyez là, c'est un peu délicat, mais vous voyez là, il est un peu caché avec mon filtre UV ici, Freewell. Toujours est-il que du coup, voilà, donc 7.14 f1.7, d'accord, donc Leica, construction toute métal.
Ok, hyper solide, ça fait hyper confiance. Donc ici, je suis à 10 mm, donc équivalent 20. Donc vous voyez, il n'est pas totalement rentré. En fait, il va être le plus rentré pour à peu près là, vers les équivalents de 24 mm, 28 mm. Après, je monte, il se redéplie et pour arriver jusqu'à équivalent 50 mm. Donc vous voyez, au final, en niveau ce qui sort, ce qui rentre, bah, du coup, on n'a pas beaucoup de marge. Donc c'est assez bien, par exemple, pour un gimbal. Alors, selon votre gimbal, si elle est tolérante, elle va pouvoir l'accepter, d'accord? D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais typiquement, lui, du coup, aussi, sur gimbal, il est très bon parce que vu qu'on a très peu de changements de centre de gravité, bah, il passe bien aussi. Selon la tolérance de votre gimbal, ça peut le faire sans problème, sans avoir à tout régler. Et lui également, ça peut passer. Alors lui quand même est lourd, hein. Il est même un peu plus lourd que le 714 et encore, s'il doit être quand même plus lourd, mais lui est tellement lourd par rapport à sa taille qu'on a l'impression limite qu'il est plus lourd que l'autre. Mais du coup, il est quand même lourd, donc c'est carrément plus un objectif qui se rapproche du plein format. Moi, il ressemble, je vous l'avais montré par rapport au 16-35 de chez Sony, très clairement, il ressemble à un 16-35 de chez Sony. C'est vraiment un gros objectif là qui coûte cher. À sa sortie, il coûtait dans les 2000 euros. Là, il a pas mal baissé depuis, mais voilà, c'est un gros objectif. Donc, je vous l'ai dit, construction toute métal, il n'y a aucun souci, super bien. On a la bague de zoom, donc je vous ai montré. Ici, la bague de mise au point, qui est donc une clutch aussi, qui va pouvoir venir se tirer en arrière et venir ici. Donc, on a en fait une butée, je vous le fais, voilà, mais une butée, mais après, ça continue à tourner en fait. Voilà, des deux côtés, d'accord. Donc moi, je préfère une vraie butée qui après arrête de tourner, mais je crois qu'il y en a qui préfèrent ça, je sais pas trop pourquoi. Donc voilà, en tout cas, ça marche bien. Je vous l'avais pu le tester dans la vidéo de test. Et on a en plus, ce qui est très rare, on a vraiment une bague dédiée ici à l'ouverture, d'accord. Une bague d'ouverture, par exemple pour la vidéo, c'est bien pratique. Alors c'est pas physique, c'est électronique, mais il n'empêche qu'on peut directement venir jouer sur notre bague d'ouverture pour faire des choses, par exemple en vidéo. Là, on est en automatique et là, on choisit notre ouverture de f1.7 à F16, ok? Vous voyez là, hop, F16. Donc voilà, donc super bien construit, très solide, très confiant, très bon objectif de par sa particularité, objectif très cher et que j'ai acheté parce que voilà, j'étais emmerdé par le micro 4 tiers, ça je vous l'ai dit et c'est une des raisons pourquoi je suis intéressé par l'EOS R6, c'est que le seul truc qui me limite vraiment avec les micro 4 tiers, c'est pas du tout le bokeh, c'est pas du tout le range ou même la plage dynamique, je vous ai fait des tests avec cet objectif par exemple en plage dynamique, c'est vraiment le problème que j'ai, c'est que quand j'ai un sujet qui bouge dans la faible luminosité, typiquement un enfant en intérieur, typiquement ma fille, et bien voilà, la stabilisation a beau être là, et bien la stabilisation quand c'est le sujet qui bouge, et bien on fait une pause d'un quart de seconde, et évidemment le sujet est flou. Donc du coup, c'est pour ça que j'essaie d'avoir l'objectif qui ouvrait le plus possible, donc f1.7 en zoom, c'est hyper rare, moi vous savez, j'aime les zooms, je veux des zooms, et du coup en plus cette plage focale m'intéressait énormément, donc je me l'étais acheté, il coûte une fortune très clairement, mais c'est pour moi un objectif qui est quand même un peu hors du commun dans ce qu'il propose, et maintenant à voir si je vais le garder, si je me prends bien un EOS R6, ce qui m'a l'air d'être de plus en plus le cas, si je me prends bien un EOS R6, il est possible que du coup lui n'ait plus trop d'utilité pour moi, je m'en sers vraiment donc pour faire en fait du portrait quand je suis dans la famille, etc. J'ai lui souvent qui est à poste, et qui me permet du coup de faire de l'ultra grand angle si on veut faire une photo de groupe, de plus zoomer pour faire du portrait, et qui est quand même à f1.7, ce qui me permet de faire des choses beaucoup plus facilement que mes autres objectifs. Typiquement mon f4 là, f4 en intérieur, c'est très compliqué en micro 4 tiers, d'accord. C'est vraiment la sensibilité, mon problème en micro 4 tiers, ma montée en ISO qui est trop limitée. Et ici, du coup voilà, celui-là me va très bien, mais si je me prends bien l'EOS R6 avec une optique qui serait pour le portrait, elle au final n'aurait plus trop de raison d'être parce que je vous dis, quand je vais en rando, etc., je prends pas lui, il est trop gros, trop encombrant, je préfère avoir le 714, et lui, il va vraiment servir en intérieur, par exemple pour me filmer des fois quand je suis sur le trépied, mais c'est pas quelque chose d'indispensable, je pourrais m'en sortir avec d'autres choses que je vais vous montrer après. Donc lui, c'est probablement, en fait, moi je m'en sers plus, comme je vous le dis, vraiment mon objectif de portrait en intérieur, et si je passe sur du plein format en second boîtier, lui va certainement partir, lui va être mis en vente. Il a bien quand même, je vous le dis, il a bien ici de quoi mettre une bague, il a un filetage pour pouvoir mettre un filtre, donc ici c'est du 77 mm, et du coup moi aussi je me l'étais pris pour pouvoir faire des pauses longues avant que j'ai mon Olympus M1 Mark III.
je pouvais avoir du coup un filtre ND et venir faire des poses longues, et du coup à un moment donné c'est lui que j'ai amené 2-3 fois sur le terrain si je savais qu'il y avait des cascades et que je voulais faire des poses longues. Maintenant je n'ai plus ce problème là, et je vous dis, si je passe sur un autre boîtier plus sensible, je n'aurai plus vraiment intérêt à avoir cet objectif qui est quand même mine de rien encombrant, assez lourd. C'est une merveille à côté de ça, mais voilà, ça sera plus un intérêt pour moi. Mais il n'empêche que si vous avez un intérêt sur cette plage focale, un intérêt d'un objectif qui ouvre autant, un intérêt d'un objectif qui a une bague d'ouverture, voilà, qui est full métal, qui a une cloche de mise au point manuelle, etc. Enfin voilà, c'est vraiment une petite merveille sur cet objectif, très cher mais très particulier, et à mon avis c'est un peu un ovni bienvenue dans le monde des objectifs, en particulier du micro 4 tiers. Donc voilà, j'en suis très content aussi, mais c'est pas quelque chose que je conseillerais à tout le monde, très clairement. Alors évidemment, ça sur le M5 Mark III, hein, c'est une aberration pas possible, hein, de par sa taille, de par sa longueur, son diamètre et son poids. Donc, vous voyez, hein, ça penche franchement en avant, encore plus si je le déploie en entier, mais même pas déployé en entier, hein, j'ai beaucoup de mal à le tenir à une main. À deux mains, ça peut le faire, mais voilà, c'est quand même un gros machin. Pareil, je ne conseillerais pas du tout d'avoir ça sur un boîtier aussi petit, c'est quand même assez inconfortable à tenir. On a vraiment, vous voyez, ça se casse très vite la gueule. Évidemment, sur le M1 Mark III, aucun souci. Sur le M1 Mark III, le G9, le G90, aucun problème, hein. Moi, surtout avec le M1 Mark III, la meilleure poignée que j'ai jamais eue, et je peux tout faire à une main, il n'y a pas de souci, je suis sans aucun problème. Ça passe très très bien, même complètement déplié. Voilà la bête. Ok, pas de bouton de raccourci, rien du tout, hein, rien du tout, ce qui est pas très grave, c'est pas quelque chose qui m'embête plus que ça. Par contre, il est pas du coup stabilisé, ce qui est quelque chose qui aurait pu être un plus, mais je pense que stabiliser ce machin aurait été absolument énormissime et encore plus lourd. Donc voilà. Donc vu que je vous ai parlé de cet objectif, je vais vous parler de ma seconde prime, qui est mon plus petit objectif que j'ai niveau encombrement, qui est pareil, c'est un objectif que j'avais acheté en promo, je pense que vous avez également fait news en vous disant oh il y a des promos, profitez-en machin. Il y avait je pense une remise après coup, un cashback ou un truc comme ça. Non, c'était une promo directe. Donc c'est un 45 mm, donc équivalent 90, f1.8, donc une prime, donc pareil, plastoc. Plastoc, hein? Si, plastoc. Plastoc, il a un diamètre quand même de 37, mais vous voyez, c'est des tout petits filtres, hein. Moi j'ai pas ça du tout, hein. C'est beaucoup trop petit. Du coup, 37 mm de diamètre. Donc f1.8, c'est pour ça que j'ai pris, en fait, c'est pour avoir un peu un équivalent d'objectif portrait, donc un équivalent 90. Hein. Moi, celui que j'avais beaucoup aimé quand j'étais en Sony, c'était le 85 mm f1.8 de chez Samyang, hein, si je dis plus de bêtises de mémoire. Et du coup, voilà, j'aimais bien cette distance-là parce que je trouve que cette distance focale, c'est vraiment la distance où on commence à être suffisamment loin du sujet, moi en particulier quand je suis dans la famille, pour pas qu'il nous remarque et pour pas qu'il soit un peu intimidé par l'objectif, en particulier quand je suis avec ça, même à 50 mm, bah, ça fait un gros machin, ça se voit beaucoup et du coup c'est moins naturel, les gens me remarquent plus et c'est moins sympa d'avoir des photos vraiment naturelles, alors que là voilà, on commence à s'éloigner beaucoup plus du sujet, on a un beau bokeh. Alors on n'a vraiment pas un autofocus de dingue hein, dedans, très clairement. Bon c'est pareil, je crois qu'il coûte 200 balles, un truc comme ça, peut-être même moins 120 balles, peut-être j'ai eu, je sais plus, vraiment pas cher, super léger, pas du tout encombrant. Il a une distance de mise au point minimale de 0,5 m, ce qui est très correct, hein. Typiquement je peux prendre ma fille en photo quand elle est à mes pieds, comparativement par exemple au Samyang, hein, sur le Sony qui m'embêtait, c'était 1 mètre de distance ou 90 cm et du coup j'étais emmerdé. Là je suis pas embêté, je peux faire même des photos de ma fille directement quand elle est à mes pieds, et par contre voilà, vraiment autofocus pas de dingue, la bague ici mise au point est pas ouf non plus, hein, très clairement. Mais ça me permettait d'avoir un petit objectif pour le portrait qui en plus va très très bien là pour le coup, hein. C'est vraiment là c'est plus prévu pour sur par exemple un EM10 ou un EM5. Vous voyez, même sur un EM5 qui paraît petit, hein, tellement il est petit, d'accord, ça passe très bien sur tous ces petits boîtiers là. Vous voyez, on a quelque chose de tout compact, tout pratique, ça peut limite se mettre dans une grosse poche, d'accord, il faut avoir une grosse poche mais ça passe. Et par contre là du coup ça va être sur le M1 Mark III où ça va être un peu bizarre, un peu ridicule, hein, entre guillemets. Voilà, on a vraiment un truc qui pratiquement dépasse pas de la poignée tellement il est petit, et du coup ouais, c'est un peu bizarre d'avoir ça sur le M1 Mark III je trouve, mais bon, pourquoi pas. Mais c'est un objectif qui va très bien passer sur des tout petits boîtiers. Typiquement si vous voulez avoir un petit boîtier micro 4 tiers, avoir un petit objectif pas cher, pas encombrant et que vous pouvez transporter facilement et qui fait des photos très correctes avec un joli bokeh et qui ouvre pas mal, lui. Par contre n'attendez pas à avoir un super autofocus, et donc très clairement lui bah, c'est pareil, hein, si je passe sur un R6, lui il va dégager, j'aurais plus besoin d'objectifs spécialement pour le portrait parce que du coup j'en
j'en prendrai une pour ça sur le plein format. Donc voilà, ça c'était mon 45 mm, ma deuxième et dernière prime chez le Micro 4 tiers. Mais voilà, regardez ça, imaginez en plein format un 90 mm f1.8, ce que ça donnerait niveau taille, encombrement, prix, etc. Voilà, c'est quand même pas la même très clairement. Donc voilà, un des autres avantages du Micro 4 tiers évidemment. On a fait voilà le tour de, on va dire, mes objectifs du coup qui sont plus pour l'intérieur entre guillemets. Et maintenant je vais vous parler de mes deux objectifs qui sont vraiment pour la vidéo. Et le premier c'est du coup ici ce 3500. Donc c'est un 3500 de chez Panasonic, 3500 f2.8, pardon, f2.8, avec du coup la stabilisation, donc stabilisé optiquement, d'accord, l'OIS ici avec le switch sur le côté. Donc pareil, comme d'habitude, je vais vous le mettre avec le pare-soleil. Donc 3500 ça veut dire 70-200, d'accord, f2.8 en équivalent. Et vous voyez qu'ici en fait le gros avantage de cet objectif c'est que ici vous constatez que j'ai beau passer de 200 mm équivalent à 70, il se passe rien au niveau extérieur. En fait on a un encombrement constant avec juste à l'intérieur la lentille qui va se rapprocher, partir, enfin les différents jeux de lentilles, et du coup en fait on a un objectif qui va être excellent en vidéo, en particulier pour le mettre sur une gimbal, on va pouvoir faire notre réglage de la gimbal, même si elle est très sensible, très pénible, on le règle une fois, et après ça, il y a tellement peu de différence au niveau de notre centre de gravité, qu'on peut la laisser comme ça, il n'y a pas de souci. Donc un très bon objectif, un f2.8, c'est lui par exemple que j'avais filmé le mariage de mes amis avec, en intérieur, etc., ça passait plutôt bien, même si voilà, je préférais plus de sensibilité très clairement, et du coup je pouvais directement, même avec le boîtier et l'objectif sur gimbal, directement changer ma distance focale directement à la volée sans avoir besoin d'arrêter de toucher quelque chose sur ma gimbal. Et par contre ici donc on a une construction qui est plastique, ok. Tout ça c'est plastique, donc c'est très compact, hein, très léger, enfin bien léger en tout cas, hein, par rapport par exemple à l'équivalent, si je prends le hop, si je prends ici, pardon, je vous ai bougé, si je prends le 12 100 par rapport ici au 35 100, et ben c'est pas la même, hein. Niveau poids, ici on est beaucoup plus lourd, mais on a un objectif qui est également quand même beaucoup mieux construit, qui n'ouvre qu'à f4 quand lui ouvre à f2.8. Donc lui c'est très clairement pas un objectif que je prends sur le terrain, c'est vraiment un objectif que j'ai acheté pour la vidéo. Au final je m'en sers très peu. Pourquoi je prends pas sur le terrain? Parce que c'est du plastique, j'aurais peur de le bigner dès que je le pose sur des cailloux, des choses comme ça, ce qui n'est pas du tout le cas avec mon objectif tout métal. Et lui voilà, c'est vraiment on va dire mon objectif vidéo, hein, dès que je vais faire de la gimbal. Mais voilà, je m'en sers pas tant que ça. L'autre avantage qu'il a quand même, c'est que vu qu'il est comme ça à encombrement constant, j'ai fait pas mal de vidéos également de planches où du coup j'avais peut-être pas besoin nécessairement d'avoir le gros zoom, d'accord, et du coup je pouvais me satisfaire de lui, et il allait très bien parce que lui pour le coup le zoom est très fluide, hein, vous voyez, en plus il peut être fait très rapidement et on peut le faire avec beaucoup de fluidité et une bonne stabilisation. Du coup l'ensemble est vraiment pas lourd dans les mains. Alors avec son cache, il paraît très loin par exemple sur le M5 Mark III, mais quand on enlève son cache, c'est pas pareil quoi, c'est vraiment pas pareil, sachant que comme je vous dis, moi souvent je m'en sers quand même en vidéo, et du coup en vidéo en fait je vais l'utiliser avec évidemment des filtres, et en particulier des filtres ND variables. Donc je vous avais présenté, hein, c'est les Freewell. Donc ici le diamètre, hein, c'est assez petit, hein, c'est du 58 mm, d'accord, donc c'est petit. Donc moi ici j'ai pris un 77 pour pouvoir aller sur mon gros objectif, mon 10-25. Là je suis bien vissé. Donc vous voyez, on a du coup ce que ça donne avec du coup un filtre ND variable, hein, ça serait comme ça que j'utiliserai en vidéo, et vous voyez que là c'est pas aberrant, ça fait un peu long, mais franchement vu qu'on n'a pas d'encombrement qui bouge, on s'en rend pas spécialement compte. Et là je peux venir directement régler ici mon filtre ND variable, et j'ai vraiment un truc clé en main directement que je peux mettre sur une gimbal et qui va très bien. f2.8, un bon autofocus, une bonne stabilisation, et donc ça moi j'ai fait typiquement plein de plans à main levée directement. Alors c'était pas avec lui, c'était avec le G9, et du coup je vous montre ce que ça donnerait sur le M1 Mark III. Donc sur le M1 Mark III, voilà, évidemment aucun souci, hein. Déjà sur honnêtement sur le M5 Mark III vous pourriez le mettre, et là aucun souci, hein. Il peut très bien s'utiliser à une main, il n'y a aucun problème. Donc voilà, un très bon objectif, je trouve plutôt orienté vidéo quand même, et donc je suis très content. Mais c'est pareil, je sais pas trop si je passe sur un plein format qui serait plus sensible, est-ce que j'aurais trop intérêt à le garder, je sais pas trop. Ça c'est un de mes objectifs un peu, c'est certainement l'objectif le plus pas sûr de ce qui va devenir si je passe avec un EOS R6. Ça va dépendre de ce que je me prends comme autre objectif. Donc voilà, pour l'instant il reste dans le quiver, mais peut-être qu'il partira en vente. Mais en tout cas c'est encore un objectif que je conseille, je crois qu'il est dans les 800 €. Ok, on finit donc avec ce fameux 12-35
f2.8. Vous voyez la taille du machin même avec le pare-soleil, d'accord? Donc c'est tout petit, tout rikiki, donc pareil, construction plastique, pas forcément ultra ouf. On a un peu comme l'eau, cette espèce de bague ici de zoom qui est un peu caoutchouté, c'est assez agréable en main. Mais voilà, ça c'est pareil, ça j'aurais beaucoup plus peur de le prendre sur le terrain, de le mettre sur des cailloux, etc. Vous voyez ici j'ai des petits pocs peut-être dus à ça d'ailleurs au tout début, je sais pas. Donc voilà, c'est quand même moins bien construit. Vous voyez, hein, c'est quand même moins bien construit. Par contre, voilà, encore une fois, vous voyez l'encombrement. Voilà, là, je suis zoomé au max à 70 mm, hein, d'accord. Là, je suis à 12 mm équivalent. Comme je vous disais, on a, donc c'est du f2.8, hein, on a le diamètre de 58 mm, ce qui fait que je peux venir directement en vidéo. Si du coup, j'ai besoin de plus d'angle, et ben passer mon filtre des variables que je mettais sur le 3500, ben je peux venir le mettre ici sur mon 1235, pareil, il prend rien du tout comme place. On a l'OIS hein, qui marche très très bien, l'autofocus c'est bon, donc voilà, quand on voit ces deux petites bêtes, hein, ce que ça peut faire, voilà, là vous avez l'équivalent, vous allez de 24 à 200 mm f2.8, voilà, toujours pareil, regardez les prix, regardez les poids, regardez les encombrements par rapport à du plein format, je pense qu'il n'y a quand même pas photo. Donc ici on a la bague de mise au point hein, qui est assez bonne. Bon voilà, il n'y a pas beaucoup de jeu, pas beaucoup de résistance non plus. J'aurais préféré un peu plus de résistance. Comme pareil, comme toujours, moi je préfère de façon autofocus, hein, donc c'est pas gravissime pour moi. Mais voilà, encore un objectif hein, qui passe très bien. Je vous montre ce que ça donne du coup sur les boîtiers. J'enlève le fil, donc il va très très bien passer hein, sur le M5 Mark III. Donc moi à vrai dire c'est celui dont je me sers à 100% du temps maintenant quand je fais des choses vues de dessus, enfin 100% du temps sauf quand j'ai besoin d'un autre pour filmer lui, mais du coup en fait le tout est tellement léger, tellement agréable que le bras, là mon bras magique qui me sert pour faire ma vue de dessus, bah, le tout je porte très bien, c'est quand même beaucoup moins lourd que d'avoir un EM1 Mark III qui pèse plus son poids, d'accord. Le tout est vraiment très agréable, on peut zoomer, dézoomer, c'est également souvent avec lui que je me filme comme vous voyez, quand vous voyez ma tête et que je suis sur trépied, c'est en général soit enfin 80%, 85% du temps avec lui et 10-15% du temps avec l'équivalent 20-50, donc le 10-25, en fonction de ce que je veux, enfin voilà, en fonction un peu de ce qui est en train d'être à poste. Si lui il est déjà à poste sur le bras et que je vais m'en servir juste après, je mets lui pour pas m'emmerder, mais voilà. Donc vraiment un excellent petit objectif à tout faire qui moi je trouve excellent en particulier pour la vidéo. L'autofocus marche bien dans l'ensemble, en tout cas avec le M1 Mark III, le M5 Mark III, aucun souci. Et vous voyez que sur le M5 Mark III, on a quelque chose de très très bien, on peut vraiment le prendre. Et là on a un boîtier qui peut faire énormément de choses avec un objectif qui est quand même très performant, un écran, voilà, ça pour se vlogger, des choses comme ça, vous voyez, c'est quand même excellent avec une vraie prise micro, voilà, c'est quand même autre chose que par exemple le compact qui me filme là, que mon Sony RX100 Mark IV. Donc voilà, très très bien. Et sur un plus gros boîtier, bah, ça va être un peu, ça va faire un poil petit, mais c'est pas aberrant. Et de toute façon, évidemment, on l'aura super bien en main. Donc voilà ce que ça donne ici sur le M1 Mark III, c'est très bien aussi, il n'y a pas de souci, mais voilà, ça c'est un objectif que je pourrais vous conseiller, même sur un EM10, ça passerait sans problème à mon avis. Donc voilà, vous avez vu le tour de l'ensemble de mes objectifs. Allez, pour vraiment conclure définitivement, je réponds à la question qu'on risque de me poser. Si tu devais avoir un seul objectif avec un seul boîtier, qu'est-ce que ça serait? Et ben ça serait très clairement mon EM1 Mark III couplé au 1200, voilà, c'est une plage focale de dingue, f4 constant. Alors en intérieur ça peut être compliqué, mais f4 franchement si c'est bien éclairé on s'en sort sans problème. C'est dès qu'on va commencer à avoir voilà, une lumière un peu merdique que là ça va être plus compliqué, mais vraiment si je devais garder qu'une seule chose, ça serait ça. Voilà, avec ça je peux couvrir mais une plage d'utilisation de choses que je peux faire avec qui est quand même complètement folle. Si je veux faire du portrait, je m'écarte, je zoome, même à f4, j'aurai un très beau bokeh. Voilà, on est qu'à 24 entre guillemets, mais bon, ça reste du grand angle, c'est pas de l'ultra grand angle. Très clairement, si je devais avoir un deuxième objectif, ça serait lui. Si je devais avoir que deux objectifs, ça serait lui, et les autres ils sautent. Avec quand même voilà le 100-400 qui pour moi est indispensable pour ce que je veux faire en windsurf, des choses comme ça, et que voilà, ça serait mon troisième, ça serait lui quoi. Mais voilà, c'était pour un peu essayer de répondre à toutes les questions. Évidemment, ça dépend de l'utilisation, évidemment, ça dépend de votre budget, de votre niveau, de ce que vous voulez faire avec, hein, surtout principalement. J'espère que ça a pu vous aider. Évidemment, hein, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire comme d'habitude hein, sous cette vidéo, vos questions, vos remarques, etc. Allez-y, comme d'hab, moi j'y répondrai, on pourra débattre, ça m'intéresse. Et moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, si elle vous a intéressé, si vous avez appris des choses grâce à elle, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et également, si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre, évidemment,
abonnez-vous, activez la petite cloche pour être au courant de ce qui va sortir, hein, comme d'habitude. Et moi je vous dis, en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo, à très vite pour une prochaine vidéo, où certainement ça sera sur le terrain, hein, où du coup je vous montrerai en vrai tout ce que ça donne. Enfin du coup je vous ai déjà montré des exemples là, mais ça c'est vraiment ce que je pense sur le terrain quand je fais des randos, et ça fait un moment que je vais vous montrer un peu des randos, vous emmener avec moi sur le terrain. Donc voilà, ça sera une des prochaines vidéos à venir. Moi je vous dis en tout cas encore une fois, merci d'avoir regardé, portez-vous bien, faites-vous plaisir, voilà, sortez, faites des photos, des vidéos, tant que vous pouvez, profitez-en. Allez, à plus.